CTO de Soft. Et Cyril Vlaminck, Lead Data Engineer chez Soft. Donc on va vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on a mis en place DuckDB et les enseignements qu'on en a tirés à Soft. D'abord un peu de contexte, on explique pourquoi est-ce qu'on a utilisé DuckDB et ensuite bien sûr le retour d'expérience, la partie intéressante. Un petit peu de contexte sur Soft. Soft est une boîte qui mesure l'empreinte carbone de l'IT de ses clients. Donc l'IT c'est quoi? C'est votre cloud, mais c'est aussi vos laptops, vos téléphones, c'est aussi vos vidéoconférences, vos emails, vos drives, etc. Et donc on va mesurer l'empreinte de ça pour nos clients afin de décarboner. Alors la façon dont c'est fait habituellement, c'est des ratios monétaires. Et donc la ratio monétaire c'est bien, mais c'est pas top. Ce qui fait que c'est bien, c'est que c'est rapide à mettre en place, ça corrèle, quand même, soyons honnêtes. Ce qui n'est pas top, c'est que ça corrèle faiblement et que c'est compliqué d'avoir des leviers efficaces, à part juste payer moins cher. Nous, on a une approche un peu différente, on va s'intéresser au flux physique et de façon assez granulaire. Donc typiquement, si je prends l'exemple du cloud, on considère que votre cloud GCP, ce n'est pas juste une grosse facture, c'est un ensemble de projets, chaque projet ayant plusieurs services, chaque service ayant plusieurs process, et on descend comme ça jusqu'à arriver à des niveaux assez bas, où on peut commencer à dire que 1h04 de compute, c'est tant de kilos de CO2, équivalent, pareil sur du stockage, pareil sur du transfert. Là, ça paraît assez simple, j'en montre 3, en fait, il y en a beaucoup plus. On a plein de méthodologies différentes, et là, je montre le cloud, c'est pareil pour vos devices, il y en a d'autres, pour les vidéoconférences, etc. Donc, on a des données un peu complexes, et beaucoup de données, parce qu'on va au niveau très granulaire. Pour info, on a environ 40 Tera de données chez nous à l'heure actuelle en production. Alors en soi, des données complexes, c'est beaucoup de données, vous en avez tous. Et il y a plein de solutions qui marchent. On a tous les, que ce soit les BigQuery ou les Snowflake, il y a plein de solutions pour faire fonctionner ça. Le problème, nous, c'est nos clients. Enfin, c'est pas un problème, ils sont gentils, on les aime bien. Mais ils sont extrêmement tatillons sur la sécurité. Ils ne veulent pas que leurs données sortent de leur domaine. Et typiquement, plusieurs de nos clients nous ont demandé à ce qu'un jour, on puisse tourner sur leur on-prem. Donc avec des solutions open source. Ce qui, pour le coup, invalide les grosses solutions du marché. Donc voilà, vous pouvez voir directement, la banque, forcément, des gros risques financiers derrière. L'assurance maladie, on est quand même content qu'ils sécurisent nos données, donc on ne va pas dire non. Et que ce soit Airbus et LVMH, c'est les secrets industriels, donc ils ont vraiment des grosses contraintes. Donc voilà un petit peu pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé les solutions classiques que tout le monde a. Et maintenant, pourquoi DuckDB? C'est Cyril qui va vous le montrer. Merci beaucoup Pierre. Donc oui, je vais expliquer le pourquoi de DuckDB. Sachant que pour nous, c'est une décision qu'on a prise il y a 1 an et demi, quand on a recréé notre nouvelle data platform. Il y avait d'autres choix, il y avait Postgre qui a été mentionné avant dans notre conférence, il y avait Trino, et tout ça respectait l'on-prem. On arrivait avec un set de requirements qu'il nous fallait pour notre prochaine data platform, et on va passer au travers pour répondre à cette question, pourquoi DuckDB? Donc, premier point, c'est la diversité de nos données. On a beaucoup de sources, les factures AWS, des inventaires avec ServiceNow, et on a plein de formats, du Parquet, du JSON, du CSV, et on met tout ça dans notre data lake. Il nous fallait donc une brique capable de lire de lire tous ces formats différents, et DuckDB est parfait pour cela. C'est très simple, il y a un read JSON, il y a un read CSV, il y a un read Parquet, il y a une multitude d'options pour jouer avec, et ça supporte aussi plein d'autres formats. Donc, un premier point pour DuckDB. Un autre point qui était important pour nous, c'était que notre précédente brique était en Python Panda, donc il nous fallait conserver notre expérience chez nous. DuckDB est une des toutes meilleures intégrations Panda que j'ai jamais vues. Vous mettez un nom de data frame dans votre requête SQL et ça fonctionne. Ça marche pour la lecture, l'insertion. Certains s'amusent à utiliser DuckDB pour faire des opérations dans les data frames Pandas. Donc voilà un deuxième point. Et le dernier point, déjà mentionné par Pierre, c'est celui de la volumétrie. On va donner quelques chiffres. La facture AWS pour un de nos clients, c'est 1,5 million de lignes par jour. Vous imaginez la tête de votre comptable si vous lui apportez une facture de 1,5 million de lignes. Et on fait ça avec 4 ans de rétention, avec 4 fournisseurs de services et au travers de tous nos clients.
Donc on a des milliards de lignes à stocker et à analyser. Et donc il nous fallait une solution performante. Et quelle est la solution technique de tous les moteurs? C'est le partitionnement. On obtient donc, DuckDB a ce partitionnement à travers du Hive partitioning et le fait de façon assez rapide. Là, c'est juste des chiffres indicatifs comme montré avant. Ça dépend beaucoup de votre network, de la machine que vous choisissez. On l'a en lecture. On peut bien sûr écrire en parquet partitionné. Pareil, les chiffres sont indicatifs. Un chiffre un peu important, c'est celui-là. C'est 420 secondes pour 40 000 lignes et 4000 partitions. Faites attention quand vous jouez avec DuckDB, quand vous jouez avec le partitionnement. C'est beaucoup plus sensible au nombre de partitions qu'à la volumétrie des fichiers. Donc vous pouvez vraiment détruire vos performances si vous partitionnez trop fort. Un autre petit problème, c'est que DuckDB ne supporte pas la suppression. Donc ça, on l'a comblé avec des API S3. Donc voilà, on a vu que DuckDB, il savait lire beaucoup de formats, savait gérer des grandes volumétries, fonctionnait très bien avec Python Panda, mais pourquoi pas Trino. Nous, le dernier point qui a joué beaucoup, c'est le fait qu'il soit in process. Et donc on pouvait l'embarquer complètement dans notre solution et ne pas avoir de briques tierces. Ce qui est très important on-prem, de réduire votre nombre de briques à déployer. Maintenant qu'on a vu pourquoi DuckDB, on avance un petit peu, 1 an et demi dans le futur, et maintenant on a un an de données et des teraoctets dans notre data lake. Quels sont un peu les retours d'expérience? Comme toute nouvelle technologie, on se prend un peu les pieds. Et un des problèmes qu'on a rencontrés, c'était qu'on avait des chaînes de caractères de type NA dans nos fichiers parquets. Donc on avait le texte NA, et ça a à voir avec ceci. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut me dire comment DuckDB choisit le type de la colonne SQL quand il l'insère depuis un data frame? Bon. Soit est-ce qu'il le fait à partir des types Panda? Peut-être. Est-ce qu'il le fait avec de l'IA? C'est la mode actuellement. C'est un échantillon ou encore la réponse D. Ça reste un échantillon. Il échantillonne 10 000 lignes. Donc ce qui peut se passer, c'est que si votre fichier est suffisamment long et que votre colonne est vide au début, il va interpréter que la colonne vide comme étant un flottant. Et vous allez vous retrouver avec un drôle de parquet où vous mettez normalement des chaînes de caractères, mais en fait vous avez un type flottant. Et donc si vous le changez en transformant en chaîne de caractères, ça se transforme en NA. Si vous essayez de réinsérer dedans, il va te dire qu'il a essayé d'insérer un varchar dans un double. Bon. Après, c'est très simple à corriger, il faut juste créer la table. Et donc maintenant, les types sont déterministiques. Voilà. On a parlé un peu de pièges de code, mais il y a des choses aussi qu'on a découvertes qui sont très cool, qu'on peut faire avec DuckDB. Parce que bon, DuckDB, ça tourne sur votre PC, ça tourne sur une CI, ça tourne sur un serveur de prod. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de faire tourner votre code, de faire tourner vos transformations sur votre CI? Pas grand-chose, il faut juste un stockage. Et donc nous, on a utilisé Test Containers Imnio. Donc Test Containers, c'est une bibliothèque qui va instrumenter vos containers Docker depuis vos tests unitaires. Donc ça va lancer un container et vous aurez une adresse, vous aurez accès à son URL pour vous y connecter. Et Imnio, c'est pour une interface S3, donc ça fournit une API S3 et ça fournit un stockage. Donc maintenant, on peut avoir Test Containers qui lance Imnio au tout début de nos tests et qui donne ça à DuckDB. Et donc on a un stockage S3 durant notre CI. Et qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet de faire des tests unitaires. On peut écrire
un fichier CSV d'entrée, un fichier CSV de sortie, et runner comme si on était en production, et tester à la fin. Donc ici, on utilise Panda pour les assertions. Et c'est DuckDB qui va faire la transformation des CSV à parquet. Donc au début du test, il va charger la source en CSV et vers parquet. La raison qu'on a choisi le CSV, c'est pour tout ce qui est review dans GitLab. C'est quand même beaucoup plus simple de lire un CSV en review que lire un parquet en review. Je vous mets au défi de le faire. Donc voilà. Maintenant, un test unitaire, c'est très simple. Si c'est un test unitaire et c'est très simple, ça se multiplie. Aujourd'hui, on compte 450 tests unitaires pour un projet qui fait à peu près 60 000 lignes de code. Et on a 600 fichiers de tests, entrée et sortie. Ça prend 6 minutes à la CI de leur faire tout ça, et on a un code coverage de 90%. Ce qui nous assure de la qualité de nos calculs et de ne pas avoir de régression lorsqu'on continue à développer ou à refactorer notre code. Bon, on a vu le code, on a vu les tests. Comment ça marche? Comment on déploie tout ça? Qu'est-ce qu'on trouve chez nos clients? En on-prem, on trouve quasiment tout le temps un cluster Kubernetes. Donc, avec cette idée, on s'est dit, il faut que notre infrastructure tourne sur Kubernetes. Et dans ce cas-là, on sera capable de le déployer chez n'importe quel client, sur n'importe quel cloud provider. Donc on a un orchestrateur, dans notre cas c'est Kestra. Vous pouvez y trouver mettre Airflow, ça ne change pas grand-chose. Et sa mission, c'est de lancer les flows sous forme de pod dans Kubernetes. Et ensuite, une fois que le pod s'est terminé, Kestra lance la suivante, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comme ça, on a environ 100 000 exécutions par semaine. Mais bon, qui dit Kubernetes dit partage de ressources. Et ça, au début, vous lancez votre programme. Vous lancez votre programme, il y a Python qui se charge. Ensuite, vous lisez un data frame, un million de lignes, petit data frame. Donc voilà, vous avez dans Pandas 1 million de lignes. Et enfin, vous voulez écrire, vous voulez transformer avec n'importe quelle opération. Et maintenant, vous voulez l'écrire dans DuckDB. Donc vous voulez le charger dans DuckDB pour l'envoyer en parquet, et c'est le drame. Donc pour ceux qui n'ont pas l'Exit Code 137, c'est le code que vous donne Kubernetes si vous utilisez plus de ressources que vous en avez demandé. Là, ce qui se passe, c'est que de façon par défaut, DuckDB il va vous se dire j'ai 80% de la RAM pour moi. Et donc il va étendre ses buffers comme s'il avait 80% de la RAM pour lui. Donc c'est très simple de corriger ce problème. Vous mettez la memory limite à un chiffre un peu plus raisonnable, et ça va partir. Après, comme vous êtes dans Kubernetes, malheureusement, Pandas et Python ne sont pas des bons joueurs. Et donc vous pouvez toujours avoir des OM si, par exemple, vous essayez de charger 2 millions ou 3 millions de lignes dans 4 Go RAM, ça va faire pareil. Allez, un dernier pour la route. C'est un petit problème que j'ai eu il n'y a pas longtemps. J'ai essayé de comprendre pourquoi à un moment j'ai eu 23 heures dans une journée. Donc il me manquait minuit. Donc je me dis, je vais aller voir. Donc la table est partitionnée par heure, et je vais lui demander, les données de minuit, elles sont passées où? Et là il me dit, je suis désolé, mais j'ai pas de données à minuit. Je fais un select sur cette table, et si, j'ai des données. Ok, je regarde un peu les données, je me dis, bon, je vais essayer, je vais enlever les 000 à la fin de la date, et là, d'un seul coup, j'ai des résultats. J'ai bien toutes mes lignes. Est-ce que quelqu'un voit déjà un peu le problème? Ce n'est pas un problème de time zone. C'est un problème de type. En fait, ici, DuckDB considère que ma colonne est un varchar.
Ça, c'est une commande assez utile, c'est le describe. Ça va demander à DuckDB de vous dire quels sont les types des champs, ce qui permet de pas mal débugger quand vous avez des problèmes. Et donc, quand je lui demande à DuckDB, il me dit c'est un varchar. Par contre, si j'ai une autre commande, je peux lui dire va lire les parquets metadata et quel est le type qui est stocké dans ces parquets metadata. Et si je fais cette commande, j'ai bien un int64. Donc c'est bien, dans mon parquet lui-même, c'est bien une date, mais DuckDB me dit non, c'est un varchar. Alors, j'avais qu'à lire la doc. Le problème, c'est qu'il considère que il va auto-détecter le hive partitioning. Donc si votre chemin S3 contient un chemin qui ressemble à du hive partitioning, il va se dire je suis en hive partitioning, donc je vais utiliser les valeurs qui sont dans le nom du fichier comme des colonnes. Et là, donc, il sait un datetime, il ne sait pas le reconnaître, et donc il me dit c'est une chaîne de caractères. Voilà. Donc il y a deux solutions à ça. Soit vous lui dites non, fais pas de hive partitioning, soit vous lui donnez le type pour les colonnes du parquet. Donc voilà, c'est quelques exemples de ce qu'on a rencontré durant notre année d'exploitation avec DuckDB. Dans l'ensemble, on est très content de DuckDB et des performances que l'on a. On pense sérieusement on n'aurait pas pu construire la stack que l'on a aujourd'hui sans DuckDB. Et donc on est très heureux de championner DuckDB et de vous montrer ce qu'on peut faire. Voilà.